première vague de population qui s'est faite aux alentours de 1663-65 pour l'ouest de l'île et le nord de l'île, on va dire. Et toute cette zone du nord de l'île va être développée à cette période-là, jusqu'aux années 1700-1710. On va commencer à comprendre qu'il faut aussi développer le sud, qui était réservé à la chasse généralement, et très contraint, on n'avait pas le droit de s'y établir. Vivaient ici quelques esclaves en fuite, qu'on appelait les marrons, aussi quelques propriétaires qu'on appelait aussi marrons, propriétaires très pauvres qui venaient s'établir là, ou des braconniers. Et en 1715, on trouve un café sauvage à La Réunion. Et on se dit, la Compagnie des Indes qui gère l'île pour le roi, se dit, là, il y a une culture spéculative à mettre en route. Et donc, on va faire venir du café le mocha du Yémen, d'abord offert par un sultan aux gens d'ici, et ensuite on va cultiver ce café au maximum, et on va se dire, on a besoin de terre. Et pour ça, il faut ouvrir les terres du Sud. Et on va ouvrir à partir des années 1710 les terres du Sud. Et ainsi vont se constituer différents quartiers. Et le plus gros quartier ici dans le Sud, ça va être le quartier Saint-Étienne, du nom de la rivière que vous avez à côté. Le quartier Saint-Étienne est constitué de deux villes à l'époque, enfin, deux bourgs, Saint-Louis et Saint-Pierre. Saint-Pierre s'appelait à l'époque plutôt la rivière d'Abord. D'où son nom, qui tire son nom de la rivière d'Abord, qui est un lit plutôt asséché généralement. Ces deux villes, en fait, vont se constituer en quartier, mais vont se séparer assez rapidement. Et Saint-Pierre va se constituer dans les années 1720-1730, surtout 1734, l'avènement de la ville par Maël Bourdonnais, qui est gouverneur des Îles-de-France et de Bourbon à l'époque, et qui demande à Gabriel de Jean de créer cette ville à Saint-Pierre, ici dans le sud, autour de l'embouchure de la rivière d'Abord et autour de sources d'eau pérennes finalement. Ce quartier va s'établir et surtout se fonder, se développer grâce à la culture du café. Le café à La Réunion, c'est 18e siècle. Le sucre, c'est 19e siècle. Je rectifie un petit peu les choses, mais c'est vrai que la culture du sucre va prendre son essor seulement dans les années 1820-1830. Ça correspond surtout aussi pour le Sud à une construction qui est très importante, la construction du canal Saint-Étienne. Trois propriétaires du Sud estiment qu'il faut de l'eau pour se développer ici dans le Sud. Monsieur Desruisseaux, monsieur, tiens bien son nom, monsieur Desruisseaux, monsieur Motet de Narbonne et monsieur Fontaine, je crois, j'ai plus une troisième nom en tête sûr. Ils vont construire ce canal de Saint-Étienne depuis 1820 jusqu'à 1827. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à développer les terres qui étaient très arides dans le coin. Ici, il faut savoir que toute cette zone qui est ici était une aire de pâturage, des communs pour les propriétaires différents, et ça s'appelait des savanes. Sur une vieille carte de Célozène, qui est un ingénieur arpenteur du roi à l'époque, on voit écrit les savanes. À partir de ce moment-là, l'eau va être distribuée un peu partout dans toute la zone, et un propriétaire ici, M. Lebidan, avec un associé, M. Guerre, va construire une première usine en 1830. Vous imaginez une toute petite usine, avec environ 15 tonnes de sucre seulement, et quelques esclaves, environ une trentaine, et donc très peu de production. Ça commence à peine, on va dire. Et c'est surtout dans les années 1851, 3 ans après l'abolition de l'esclavage, que M. Théodore Désé, un avocat de Saint-Denis, va développer cette usine. C'est lui qui va construire la plupart des bâtiments tels que vous allez les voir ici, et surtout le bâtiment central. C'est lui qui va donner de l'ampleur et qui va moderniser l'usine et va commencer à produire beaucoup plus de sucre, mais c'est vrai avec 200, 300, 400, j'allais dire employés, avec, c'est plus des esclaves, hein, ce sont des engagés la plupart du temps, ou des employés de l'usine. Toute la zone va se développer, et en 1861, il va appeler cette zone Pierrefonds. Alors, ne me demandez pas pourquoi, souvent on me demande pourquoi, peut-être parce qu'il y a beaucoup de pierres, peut-être parce qu'il a voyagé, il a vu le château de Pierrefonds en métropole, j'en suis pas sûr. En tout cas, Pierrefonds et c'est plus les savanes. Cette période-là, qui correspond à la deuxième moitié du 19e siècle, correspond à l'essor du sucre à La Réunion, mais aussi à sa chute. Il y a eu des moments de développement, des moments de crise. Et à la fin du 19e siècle, l'usine est un peu à l'abandon. À sa mort, M. Dessé, la famille, la veuve, les enfants ne savent pas gérer et peuvent faire vendre. Ça tombe dans l'escarcelle du crédit foncier colonial, qui va plutôt fermer l'usine parce qu'il y a trop d'investissements à faire. Donc fin du 19e siècle, jusqu'à 1905, l'usine est fermée. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur de Kervegen, qui est un breton qui s'est installé, sa famille s'est installée depuis très longtemps à La Réunion, il va établir une dynastie ici. C'est l'homme le plus riche de La Réunion, avant Madame Desbassins, qui est considérée la famille la plus riche dans l'histoire de La Réunion, mais souvent on parle plutôt de Kervegen. Ils vont au Gaulle refuser des cannes
des gens d'ici, de cette zone-là. Et puis un incident technique va faire que lui va fermer l'usine et il va dire non, je ne reçois plus de canne. Et donc il y a un collectif de planteurs qui vont ici réouvrir l'usine. Et ils vont racheter, ils vont réouvrir l'usine, dont M. Léonus Bénard, dont M. Étienne Cadet, dont il va le faire le directeur. Et ils vont créer ce petit collectif et essayer de faire par eux-mêmes en fait des choses que M. Kervegen ne voulait plus faire. Alors l'histoire est assez insolite, après on va y aller, hein, j'arrête l'intro assez rapidement. L'histoire est assez insolite parce que M. Kervegen, à un moment donné, il ferme tout et il repart en métropole, toute sa famille repart. La dynastie des Kervegen s'arrête au début du XXe siècle, mais M. Léonus Bénard, lui, il va racheter l'usine des casernes qui appartenait à M. Kervegen, il va racheter l'usine du Gol qui appartenait à M. Kervegen, et il va fonder une dynastie, la dynastie Léonus Bénard. Et Bénard va développer cette usine d'une façon extraordinaire, et au lieu de déconstruire, il va embellir encore. Une usine qui, en fait, vous allez voir la façade, qui a été construite avec une esthétique particulière. Généralement, à La Réunion, on ne construit pas les usines pour être beau, mais pour plutôt être fonctionnel. Et ici, ça va être une particularité, une usine qui est assez esthétique au niveau architectural. Ça, c'est important. Léonus Bénard, pendant tout le milieu du XXe siècle, va développer tout ça, mais à la fin, il y aura une crise du sucre, et surtout, l'usine va fermer en 1970. L'usine va tomber en ruine de plus en plus, jusqu'aux années 90. Il faut savoir que les gens continuent à livrer la canne ici jusqu'en 2004, même si l'usine a fermé en 1970. La balance continue à fonctionner, comme beaucoup de balances à La Réunion. D'accord ? Une fois qu'on vient peser les cannes repartent ensuite au Gol, qui était l'usine principale du bassin sud pendant cette période-là. À La Réunion, il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, vous avez environ 200 usines sucrières. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2. Ah oui. Tout le reste est en ruine, ou sinon réhabilité déjà comme la Mare à Sainte-Marie, Savannah à Saint-Paul, et bientôt ici, j'espère. On est à l'arrière de l'usine dans un instant, et vous allez avoir dans un instant, là où il y a la grille de métal là-bas, l'endroit où en fait on rentrait l'eau du canal Saint-Étienne. À partir de là, arrivait l'eau du canal Saint-Étienne, avec une dérivation qui sortait depuis les hauteurs là-bas et arrivait jusqu'ici, traversait l'usine par en dessous pour alimenter les machines à vapeur, et ensuite ça passait encore pour alimenter le bassin qu'on va voir plus loin, qui n'est plus un bassin, et qui allait se perdre dans les terrains avant d'arriver à la mer. Là-bas, vous avez un ancien entrepôt qu'on appelait scierie de basalte à une époque, parce qu'il y avait une entreprise de coupe de basalte qui était située ici à la fin du XXe siècle. Mais c'est un bâtiment relativement ancien, on va dire milieu XXe siècle quand même. Et derrière, vous apercevez le toit d'une distillerie qui était ici sur le site. Une distillerie qui était assez importante. Ici, vous aviez le laboratoire qui servait en fait à tester les morceaux de canne qui étaient prélevés dans les camions, dans les charrettes, pour pouvoir essayer de définir la richesse de la canne, de la livraison obtenue. Il faut imaginer qu'ici, à une époque, vous aviez un grand rail, un grand chariot qui emmenait les cannes à sucre à l'intérieur de l'usine. C'était l'endroit où on déposait en vrac toutes les cannes, après avoir pesé, et ensuite ça partait à l'intérieur pour aller être broyé dans des machines qui étaient à l'intérieur. Donc c'est l'endroit qui était très important pour les livreurs de cannes, parce que c'était ici qu'on pesait et qu'on donnait aussi le salaire à la personne finalement, avec un bon, et ensuite on livrait la canne et le propriétaire après s'en occupait. Donc ça c'était important. Les balances que vous avez ici sont plus modernes bien sûr, mais elles sont quand même inscrites au titre des monuments historiques. Je vais vous montrer la balance qui était de l'autre côté, un peu plus loin, qui était utilisée au 19e siècle, pendant très longtemps, encore jusqu'au milieu 20e siècle. Côté, alors à une époque on utilisait un côté seulement pour les charrettes cannes et l'autre côté pour les camions. Et après ça a changé, les deux côtés on pouvait faire ce qu'on voulait, mais c'était, un ouvrier m'a dit que normalement c'était à gauche là-bas, côté mer pour les charrettes bœufs. Les charrettes bœufs, c'est ces gros chars tenus par deux ébus, des bœufs à cornes, hein, grandes cornes, et ici c'était pour les camions. Mais c'était vraiment l'endroit très important pour les charretiers et pour les planteurs du coin bien sûr, attention. Hein. Si vous regardez l'usine, vous avez un bâtiment en fait qui est quand même assez remarquable par son architecture. Vous avez très peu d'usines à La Réunion, où le propriétaire, M. Dessé à l'époque, a voulu montrer un esthétisme et mettre son usine au cœur du domaine. Généralement, dans une propriété à l'époque, comme on dit une habitation, en créole on dit l'habitation, on avait une grande allée qui menait à la maison du maître.
Ici, c'est pas du tout ça. Ici, c'est une grande allée qui se trouve là-bas et qui trace tout droit, qui tombe sur un bassin abreuvoir avec une fontaine et ensuite sur la façade principale de l'usine. Et deux autres allées qui partent comme ça, d'accord, et qui tombent aussi sur ce bassin. Et donc, il y a une volonté de mettre en scène l'usine et pas la maison du maître. La maison du maître, en fait, ce n'est pas une, c'est une maison du directeur. D'accord. La maison du directeur, c'est celle-là. Il faut imaginer avant 1990, la maison a brûlé en 90, et avant ça, il y avait une maison à étage en bois, une grande maison créole. Ce qui reste aujourd'hui, ce sont les allées en pierre de basalte, les bassins de chaque côté dans le jardin, et un jardin qui est mal en point actuellement, mais qui, j'espère, va être restauré. Imaginez cette place. Alors, j'ai pas la photo avec moi, mais on a des photos au milieu du XXe siècle où on voit toute cette zone remplie de charrettes bœufs, des cannes debout, bien dépaillées, qui étaient ici et qui venaient faire boire leurs bêtes. C'était l'endroit le plus important de l'usine sucrière de Pierrefonds. Avec un verger ici sur le côté, jusqu'à la route, tout le long c'était un verger. 3 grandes allées de benjoin, des grands arbres qui sont un arbre endémique de la Réunion, le benjoin. Non, il y en a partout dans le monde, le benjoin. Il n'y a pas qu'à la Réunion, je crois. Et je dis une bêtise. Et donc un verger magnifique ici qui se trouvait dans cette zone-là. Et donc Pierrefonds, une usine très importante pour les gens du coin, les gens du sud, parce que, comme je vous disais, Léonus Bénard a voulu accepter les cannes de tout le monde. Il se comportait pas comme M. Kervegen, qui se disait « toi je veux pas, toi je veux, toi il y a un problème, tu viens pas, etc. » Lui il prenait tout. Et c'est pour ça qu'il a réussi aussi son entreprise. Pour vous montrer cette façade qu'on va dire de style néoclassique, avec ces ouvertures, avec des arcs en plein cintre, bois rayonnant au-dessus, des pilastres qui sont situés ici comme pour faire, au lieu de mettre, bien sûr on va pas mettre des colonnades, mais des pilastres pour pouvoir, qu'on voit généralement sur des grandes maisons de style néoclassique à Saint-Pierre ou à Saint-Denis, mais pas sur une usine sucrière. Ces bois qui sont sculptés, on voit des petites rosaces encore également sur les bois qui sont ici, sur les portes-fenêtres qui sont en haut. Il faut imaginer que tout ça, ça a été conçu par M. Théodore Désé et continué par l'œuvre de M. Léonus Bénard. On aurait pu très bien avoir un changement à un moment donné pour avoir une usine très fonctionnelle. Et d'ailleurs, souvent, on détruisait l'entrée principale pour faire entrer des machines plus conséquentes, plus importantes qu'on ne pouvait pas monter à l'extérieur. Et après, on reconstruisait. Donc ça arrivait assez souvent aussi.